Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, professeur des universités, un scientifique de haut rang. Et aujourd'hui, exceptionnellement, idée et société, ou expliquez-nous. Aujourd'hui, nous allons parler avec le professeur Omeyonga de la restitution d'une conférence scientifique. Parce que d'habitude, nous avons tendance à parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, mais ailleurs, on évolue, on pense, on a besoin de chercher, on a besoin des intelligences, parce que les théories les plus élémentaires nous disent toujours, laissez les meilleurs d'entre vous diriger, c'est ça la grande théorie de l'administration, laissez l'administration entre les meilleurs d'entre nous, c'est la théorie d'Henri Jeanne que nous avons étudiée nous tous, en fait pas nous tous, ceux qui savent, qui sont passés par là. Alors, il faut toujours mettre quelqu'un à sa place, parce qu'on dit, mettez chacun à sa place, mais c'est la théorie d'Henri Jeanne, laissez les meilleurs d'entre nous diriger, et avec les professeurs comme ça se fait ailleurs, je crois que le Congo doit s'inspirer de ces expériences-là. Bonjour professeur Nico Omeyonga. Bonjour messieurs les journalistes. Vous revenez de Paris il y a quelques jours, vous avez dit que c'était pour une conférence. Oui, c'était des journées scientifiques organisées par l'Agence nationale de recherche scientifique. Et ça a porté sur les maladies infectieuses émergentes. Vous avez dit que c'était des journées scientifiques. En fait, ce n'était pas tout à fait un colloque, c'était des journées scientifiques. Vous avez fait des thèmes, on avait des thèmes de réflexion. Oui, on avait le thème principal, c'est les maladies infectieuses émergentes. Mais il y avait au moins 6 thèmes. Le premier thème a porté sur la transmission des mères et enfants du VIH et des hépatites. Deuxième thème, naître, grandir et vieillir avec VIH-Sida. Troisième thème, tuberculose, un impact contrasté à travers le monde. Quatrième thème, bloquer la transmission à différentes échelles. Cinquième thème, vers l'élimination des viroses chroniques en santé publique. Et le dernier thème, c'était épidémie de demain, ici et ailleurs, importance de la transmission vectorielle. Donc il y avait au moins une trentaine d'intervenants, essentiellement de professeurs d'université, mais aussi et surtout chercheurs. Parce que les gens qui sont intervenus, ce sont des gens qui ont, dans leurs centres respectifs, ont mené des recherches et ils sont venus nous livrer les conclusions des travaux de leurs recherches. Et nous, en tant que participants, nous sommes intervenus pour des questions de suggestions, des observations. C'est à ce titre-là. Et si j'ai été invité... Non, alors professeur, avec vous, on dit économiste, juriste, en fait, analyste. Maintenant, vous vous retrouvez dans une conférence sur la santé où on n'a jamais dit que vous étiez docteur ou médecin ou infirmier. Non, je dois préciser, je ne suis pas docteur, mais j'ai œuvré dans le secteur de santé. Je suis promoteur du centre hospitalier La Main de Dieu, qui est partenaire de PNMLS, c'est-à-dire Programme national de lutte contre le sida. Et comme vous le savez, dans le cadre de ma fondation Foménique, nous avons œuvré, nous avons mené des actions, des campagnes de sensibilisation, de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, sur le sida, sur l'hépatite. Et c'est à ce titre-là, parce qu'ils ont vu que nous étions sur le terrain, nous avons mené des actions. C'est ainsi qu'ils voudraient que nous puissions participer à ces journées scientifiques. Et étant entendu que moi-même, je suis aussi chercheur. Et comme ça a intéressé les chercheurs, c'est à ce titre-là, à ma double qualité, et des promoteurs des centres hospitaliers de La Main de Dieu, mais aussi des chercheurs. Et qui vous a choisi? Et ceux qui m'ont sélectionné, c'est d'abord l'Agence nationale de recherche scientifique qui a des partenaires à travers beaucoup de pays d'Afrique. Et ici, ils ont comme partenaire PNMLS et ils ont posé des conditions qu'il faut envoyer quelqu'un qui est sur le terrain, qui doit être professeur d'université ou chercheur. Et dans l'air, parmi les partenaires de PNMLS, ils ont estimé que le prof Omeyonga, modestement, pouvait bien et valablement représenter la RDC à ses assises. C'est à ce titre-là. Donc, l'appel est parti. C'est PNMLS qui m'a choisi et a proposé à l'Agence nationale de recherche scientifique. Et l'Agence nationale de recherche scientifique m'a invité. Donc, l'agence vous a invité, vous êtes arrivé à Paris. C'était pour combien de temps?
Les journées ont porté du 21 au 22. Donc vous avez fait des jours. Des journées. Avec des travaux qui débutaient de 8h à 18h. Avec une pause de 2 heures. Donc c'était vraiment le travail. Donc il ne fallait pas aller là-bas en aventurier ou en promeneur, mais quelqu'un qui savait exactement ce qu'on allait faire. Non, là, la gestion du temps était au rendez-vous parce que là, quand on y va, je vous ai dit qu'il y avait au moins, premier jour, il y a eu 11 intervenants, 16 intervenants, dernier jour, 15 intervenants. Donc, ce sont des interventions où on accordait à chacun, au moins, il y a ceux qui avaient 15 minutes, d'autres 20 minutes, d'autres 30, mais à l'issue de l'exposé, des travaux, de leurs recherches, nous, en tant que participants, on posait des questions pour avoir un peu de l'éclairage et de précision. Donc vous avez fait ces 2 journées, en fait des journées pleines, comme vous avez Journée pleine, c'est-à-dire on commençait à 8h et on observait une pause à 12h jusqu'à 14h et de 14h jusqu'à 18h. Vous étiez logé ou bien chacun se démenait? Non, je dois préciser ici que comme on estimait que les gens qui étaient conviés, c'était pour la plupart des chercheurs et pour eux, l'entendement des chercheurs, c'est qu'on est à la tête d'un centre de recherche et que c'est le centre de recherche qui devrait en principe supporter les séjours, les voyages et tout. Nous, et ils estiment qu'ils apportent les connaissances de haute qualité, au niveau intellectuel. Donc il n'y avait pas question qu'on ait, comme on en a l'habitude ici, de per diem. Il n'y a pas eu question de per diem là-bas. Chacun, moi-même, j'ai pris en charge tout mon séjour et ça a été pareil pour tous les participants. Donc c'était vraiment des journées scientifiques, on est allé pour réfléchir. Pour réfléchir parce que pour eux ils estiment, avec raison, qu'aucun développement ne peut être au rendez-vous sans la recherche. Donc c'est pourquoi il y a le concept aujourd'hui, RD, recherche-développement. Et ils consacrent les gros de leurs moyens à la recherche, contrairement à notre pays où si on veut punir quelqu'un, on l'envoie au ministère de la recherche scientifique. Pourtant, la recherche scientifique, et pour la petite, si vous permettez, ANRS est né au lendemain du Covid. C'est-à-dire, quand il y a eu Covid, et ils ont constaté avec tout ce qui est les dégâts que le Covid a commis, et c'est ainsi qu'en 2021, on a créé cette agence nationale de recherche scientifique, qui est dirigé des mains de maîtres par le professeur Yazdan Panam. C'est ce Français-là qui est à la tête comme directeur de cette agence de recherche, cette agence nationale de recherche scientifique. Alors en fait les Français, en dehors du bruit qu'ils font en Afrique, mais ils prennent le temps de réfléchir parce que la Covid avait menacé tout le monde, même l'Europe, même la France, parce qu'ils ont beaucoup souffert de la Covid plus que nous, et maintenant ils réfléchissent pour les maladies futures. Vous avez dit qu'il y avait aussi un thème pour les maladies futures. Oui, c'était le dernier thème, et parce qu'ils estiment qu'il y a des épidémies de demain pourront venir. Maintenant il faut faire de la prospection. La recherche c'est aussi anticiper, parce qu'ils ont été surpris avec la pandémie de la Covid. Alors ils sont résolus que non, il faut commencer à anticiper. Mais il faut noter, c'est vrai, on a été plus de 500 professeurs, mais la majorité étaient des Français. Mais il y a des professeurs qui sont venus des États-Unis, mais il y a une faible représentativité de l'Afrique, parce que là, il y a eu seulement la RDC, il y a eu le Cameroun, l'Égypte, le Burkina Faso. Et même j'avais soulevé la question pour savoir quels étaient les critères de sélection. Et parmi les intervenants, il n'y avait aucun Congolais. Et moi j'ai soulevé pour dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous sommes un grand pays, pourquoi quels sont les critères. Et non, il n'y a pas un critère spécifique, mais je crois à l'avenir ils vont tenir compte pour qu'un des Congolais qui est dans ce domaine de recherche des maladies infectieuses puissent prendre la parole comme intervenant. Parce que nous, pour les participants, on ne tenait pas compte forcément. Il y a ceux qui étaient des médecins, mais il y en a aussi comme nous. Mais pour être participant, il faut être chercheur. Comme moi, j'étais chercheur, bien qu'il ne soit pas du domaine médical, j'ai participé. Mais pour être intervenant, c'est toujours des chercheurs des domaines de la santé. Alors vous avez dit épidémie émergente, des maladies infectieuses émergentes. C'est-à-dire ici,
par rapport à la maladie, on voit les sida, on voit les hépatites, on voit la tuberculose et des maladies sexuellement transmissibles, toutes ces maladies-là. Et c'est ceux qui ont fait l'objet de la communication et même de l'échange qui ont porté sur les journées scientifiques. Oui, vous avez dit la plupart des professeurs c'était des Français. En fait, c'est d'abord un centre de recherche pour les Français. Oui, c'est une agence nationale de recherche scientifique des Français. Les Français ont créé, c'est le gouvernement français qui a mis sur pied cette agence nationale de recherche scientifique pour faire face à toutes les maladies qui pourront survenir, mais principalement les maladies infectieuses émergentes. Alors, donc les Français ont conçu d'abord pour eux, parce qu'ils ont été fouettés par la Covid, ils ont eu beaucoup de morts, ils ont eu beaucoup de conséquences, donc il faut réfléchir. Donc, on est en fait prévenant quand on dirige, c'est ça aussi, diriger c'est aussi prévoir. Diriger c'est prévoir, parce qu'on sait que là ils ont été surpris pour la première fois, et parce qu'ils s'y attendaient les moins. Oui. C'est ainsi qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait dans l'avenir ce genre d'épidémie, ce genre de pandémie puisse encore laisser prendre. Et ainsi, ils mettent des moyens pour faire de la prospective, de l'anticipation, pour mettre des moyens, des structures qui permettent d'endiguer toute survenance d'une telle maladie, et de manière à ce que si même la maladie intervient, qu'on ait des moyens pour vraiment contrer et éradiquer au besoin cette épidémie. Alors, vous avez dit que c'était 2 jours des journées scientifiques. À la fin, on est arrivé à un rapport final? Oui, il y a un rapport même, on nous a envoyé un support audio-visuel et un rapport écrit de ces 2 journées scientifiques. Bon, alors, si nous allons, par exemple, thème par thème, vous avez parlé de la tuberculose, ça coïncide aussi avec la journée de la tuberculose. En fait, c'était des thèmes d'exploitation, c'était l'état de la question, l'état des lieux. Oui, et puis s'il faut préciser, c'est vrai que l'agence elle est française, mais les questions qui sont abordées, ce sont les questions qui, à travers le monde, parce qu'ils estiment que la tuberculose, par exemple, à travers le monde, la tuberculose est envoyée en Afrique, en Asie et même en Amérique latine. Il y a des gens qui souffrent, et même ici au Congo, qui souffrent encore de la tuberculose, alors qu'ils estiment qu'on y a moyen de faire en sorte pour que non seulement qu'il y ait des mesures préventives, mais aussi des mesures curatives pour arriver à bout de cette maladie infectieuse émergente qu'est la tuberculose. Donc, la tuberculose, parce que nous sommes toujours en Afrique, parmi les lots, nous continuons à enregistrer des augmentations des cas de contamination. Donc, la France ou l'Europe a réfléchi d'abord en général sans tenir compte des cas africains. Non, ils ont tenu des cas africains parce que parmi les intervenants, certes il y avait des intervenants français, mais qui sont par exemple, qui ont été par exemple à Burkina Faso, ils ont étudié les cas et ils viennent nous présenter les rapports ou les conclusions des travaux sur la tuberculose au Burkina Faso. Donc il faut préciser ici, l'agence elle est certes française, mais les chercheurs là, ils sont pas qu'ils ont mené des travaux seulement en France. En France, non. Ce sont des chercheurs qui ont mené des travaux à travers le monde. Il y a un budget, il y a des moyens qui ont été mis à des budgets substantiels qui ont été consacrés à des différents centres, mais principalement des centres de recherche français, mais qui se sont déployés à travers le monde pour étudier des cas spécifiques à l'issue desquels ils sont venus donner les rapports ou la conclusion de leurs travaux qu'ils ont menés à travers le monde. Ils étaient 31 intervenants et tous ces travaux ne sont pas effectués en France. Ce sont des travaux qui ont été réalisés à travers le monde, mais il faut noter qu'il y avait des chercheurs américains, des chercheurs français, des chercheurs britanniques et autres, mais les gros, il faut les noter, les gros des intervenants étaient français. Alors, chez vous, c'était tuberculose, impact contrasté à travers le monde. Oui. En fait, ils ont trouvé des contrastes dans l'évolution de la tuberculose? Oui, parce que ce sont des maladies qui en principe devraient être éradiquées. Oui. Ce sont des maladies qui peuvent être considérées comme bénignes. Mais on constate qu'il y a des foyers
d'émergence de ces maladies à travers le monde, surtout en Afrique. Alors, donc, il était question qu'on puisse voir dans quelle mesure, parce que ce genre de maladies, ce sont des maladies qui, en principe, devraient être totalement éradiquées avec le développement de la science, le développement de la médecine. On ne devrait plus parler de tuberculose, mais on constate avec regret que la tuberculose est encore présente à travers le monde, et donc la communauté scientifique internationale estime qu'on doit tout faire pour mettre des moyens pour minimiser les effets pervers de la tuberculose, parce que la tuberculose continue à décimer les populations à travers le monde. Oui, alors je crois que pour la tuberculose, parmi les grandes solutions, c'était mise en œuvre d'un nouveau programme stratégique de santé publique pour le dépistage, le traitement et la prévention de la tuberculose. C'est ça, parce que cette étude a été menée à Thaïlande. Tu sais que Thaïlande, quand même, c'est parmi les pays aussi, et les pays en développement. Donc, à l'issue de l'étude qui a été menée à Thaïlande, ils ont estimé qu'on pourrait mettre des stratégies pour... C'est ça, c'est-à-dire que quand il y a des défis, c'est les défis qui poussent les gens à chercher des solutions appropriées pour éradiquer ou minimiser les effets pervers. Donc aujourd'hui, cette agence, vous voyez que c'est une jeune agence, oui, mais elle a été créée pourquoi? C'est parce que ce défi-là a commis des ravages terribles. La France, c'est une grande nation, mais on a vu comment la pandémie de Covid-19 avait ravage. Et donc, il ne voudrait pas qu'à l'avenir, qu'ils soient surpris encore comme ils l'ont été en 2020. Oui, professeur Omeonga, vous êtes propriétaire du centre de santé mère et enfant, je crois, non? Non, je suis promoteur des centres hospitaliers La Main de Dieu. La Main de Dieu. Alors, c'était un problème de santé, mais vous êtes allé là-bas parce qu'il y a des grandes questions. On a parlé de la tuberculose, mais il y a aussi le VIH. On a parlé de transmission mère-enfant du VIH et des hépatites. Parce que le VIH continue, même si on fait un effort pour que ça diminue, mais quand même, les transmissions de VIH continuent, et surtout la transmission de mère à enfant. Oui, c'est ça, parce qu'il y a deux types de transmission de VIH. Il y a la transmission verticale et la transmission horizontale. La transmission verticale, c'est de mère et enfant. Mais il y a aussi des transmissions horizontales entre des partenaires. Donc, on voudrait montrer comment minimiser, comment éviter, comment... On peut même, il y a un terme où on dit que naître, grandir et vieillir avec VIH. C'est-à-dire, il y a des enfants qui naissent avec VIH. Comment faire pour qu'ils grandissent avec et qui vieillissent avec VIH. Donc aujourd'hui, le VIH n'est pas comme dans le passé. Quand vous apprenez que vous avez le VIH-Sida, donc c'est la mort, non. Donc il y a moyen de vivre avec cette... donc la séropositivité ne fait plus peur parce qu'on peut maintenant prendre ça en charge. En charge. Et quelqu'un vivre jusqu'à son vieillage. Donc, au moins et nous, si nous avons été conviés, c'est parce que nous avons mené beaucoup d'actions dans le dépistage des VIH, dans la sensibilisation. On a distribué des préservatifs ici dans beaucoup de sites que nous avons identifiés. Et toutes ces actions que nous avons menées, nous avons été sélectionnés par le programme national de lutte contre le sida qui a vu les preuves de la fondation Meonga Nico à travers son centre hospitalier La Main de Dieu. Et alors, à ce titre, étant chercheur, ils m'ont facilité, ils m'ont sélectionné et ils ont envoyé mes coordonnées à l'Agence nationale de recherche scientifique qui m'a convié à ces assises à ma double qualité et de chercheur et de promoteur du centre hospitalier La Main de Dieu. Professeur Omeonga, vous êtes exactement chercheur dans ce domaine. On dit épidémie de demain, ici et ailleurs, importance de la transmission vectorielle. Donc, il faut maintenant désormais commencer à réfléchir sur ce qui va venir demain, au lieu d'être toujours surpris. Donc, l'homme politique, les scientifiques, il doit avoir des pas en avance. Raison pour laquelle moi j'ai toujours estimé que il faut qu'on arrive à avoir au sommet de l'État ce qu'on appelle des technopolitiques. Ce sont des gens qui ont et l'éthique et la technicité, mais qui savent anticiper au lieu de subir les actions, mais il faut anticiper
ne pas être victime de tout ce qui peut arriver quand on est surpris. Parce que quand on est surpris, on ne sait pas vraiment trouver des solutions adéquates. Alors que si on anticipe, on a tous les moyens d'y faire face. Oui, quand on anticipe, on a tous les moyens de faire face. Les journées scientifiques de l'Agence nationale de recherche scientifique en France, les Français ont compris, ils ont mis les moyens. Ça signifie, partout ailleurs, il faut privilégier l'élite. Il faut privilégier le monde du savoir pour gérer les choses. On ne doit plus continuer à tâtonner et ramasser dans la rue, par exemple. C'est ça. Et depuis la Grèce antique, bien plus l'Égypte antique, la question, l'affaire, la politique a toujours été l'affaire de l'élite du savoir que nous sommes. Mais malheureusement ici, Chancellor Kopamba, on met de côté l'élite, mais c'est toujours les gens qui n'ont pas le profil requis, qui sont aux commandes, qui président à la destinée collective, alors que ça devrait être le contraire. Donc, quand il y a l'élite du savoir, parce que l'élite du savoir, ce n'est pas seulement l'expertise, c'est qu'il allie l'expertise à l'éthique et il sait anticiper pour que la gouvernance soit heureuse, soit une gouvernance qui permet de tirer le plus grand nombre de nos concitoyens de la pauvreté ambiante et les amener à un seuil acceptable. Et ça, on demande des gens qui réfléchissent, qui ont comme leitmotiv la réflexion stratégique sur des questions et des enjeux de l'ère. Mais si vous mettez des gens qui sont très limités intellectuellement, et qui n'ont pas qui sont de moralité douteuses, ces gens-là, quel que soit leur bon vouloir, ils ne peuvent pas arriver à résoudre les problèmes. Donc ils ne vont pas déclencher l'éveil. Les déclics ne doivent pas venir, il faut que les déclics viennent des têtes pensantes. Donc nous ne devons pas continuer à ramasser. C'est là le rôle aussi, au-delà de la société politique. La société civile doit jouer un rôle important. Nous sommes interpellés au plus haut point. Regardez ce qui peut-être vous n'avez pas, parce qu'on ne peut pas s'en cacher, ce qui s'est passé au Sénégal, quand nous voyons un jeune homme, Bassirou Diomaye Faye, qui a été au premier tour déjà élu avec 54% président, le 5e président, à 44 ans, sorti de prison le 14 mars. Mais élu le 24 mars, ça c'est un bel exemple. Et ici, je vais noter aussi un bémol. Vous voyez que le leader de ces partis politiques, c'était Ousmane Sonko. Maintenant, parce qu'il était emprisonné, ils ont été libérés le même jour. Mais comme il avait un casier judiciaire qui ne le permettait pas de se présenter comme candidat, il a préféré que son secrétaire général soit présenté. Aujourd'hui, voilà. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même ici, il faut arrêter avec le messianisme politique. C'est-à-dire, au sein d'un parti politique, si l'un, vous voyez, mais d'ici là, il y aura gouvernement. Qui seront les membres du gouvernement? Essentiellement, les chefs de partis politiques. Et pourtant, tu peux être chef de parti politique, mais vous n'avez pas tous les atouts nécessaires pour gérer avec efficacité, avec efficience, performance un ministère. Donc, vous pouvez déléguer. Voilà un bel exemple que le Sénégal nous donne. C'est que les messieurs ont fait de la politique pas pour soi-même, on fait une affaire du groupe. C'est-à-dire, si dans les groupes, vous trouvez un d'entre vous qui soit à même de porter la charge du parti, de représenter le parti au gouvernement, il faut le pousser. Sinon, si c'était ici au pays, Ousmane Sonko, il allait dire non, comme moi je suis empêché, c'est fini, il n'y a personne. Personne qui doit se présenter. Voilà, ça c'est un bel exemple pour l'Afrique et surtout pour la RDC, pour comprendre que quand on est dans les partis politiques, il n'est pas dit que forcément à toutes les assises, à toutes les charges de responsabilité doivent être essentiellement confiées exclusivement au leader. Donc le leader peut être là, le leader peut, il doit connaître ses lieutenants et choisir qui d'entre les lieutenants est meilleur pour assumer telle ou telle fonction. Parce que tout ça, c'est pour l'avantage des PASTEF. Maintenant, c'est le PASTEF qui est au pouvoir. Oui, le PASTEF. C'est le PASTEF qui est au pouvoir parce que
comme vous l'avez dit, et PASTEF, c'est les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est un parti, donc le parti n'a jamais été une affaire exclusive d'un individu, c'est une affaire du groupe. Voilà, que lui, il a été empêché pour des raisons inavouées. Mais il n'a pas stratégies politiques, oui. Alors il a dit que non. J'envoie mon second. Un second, ben ce second-là, il ne l'a pas envoyé parce qu'il entretient de très bonnes relations. Non, c'est parce que c'est quelqu'un, il faut le dire. C'est quelqu'un, il a une maîtrise en droit. Il a fait 20 ans comme inspecteur des impôts. Et tout ça parce qu'il avait l'expertise. Ce n'est pas que non, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma femme. Non. Donc, la politique, il faut que l'éthique et l'expertise soient au cœur de la pratique politique en RDC. Ainsi, on pourra voir les choses émerger et aller de l'avant. Sinon, si on se met dans une posture d'un messie politique, c'est-à-dire que si lui n'est pas là, rien ne peut se faire, vous gâchez le destin de la nation, mais aussi le destin du groupe. Donc, il faut savoir se passer les relais. C'est ça la leçon que je tire de cette belle expérience sénégalaise. Donc, pour le Congo, nous devons maintenant... En fait, l'avantage des intellectuels, c'est de faire ces analyses, parce que quand on fait les analyses, on les critique, on doit savoir tirer les leçons. Il ne faut pas que nous soyons toujours bloqués avec la même vision, parce que le Congo a eu à perdre le temps, parce qu'on avait dit moi ou rien. Maintenant, nous avons vu qu'en un simple jeu, le pasteur est arrivé au pouvoir sans que ce soit le président lui-même. La leçon que j'ai toujours dit à mes jeunes, à mes membres de la fondation, que nul n'est indispensable. Citoyen politique, il n'y a personne qui peut se dire que si lui n'est pas là, rien ne peut se faire. Non, nul n'est indispensable. Il faut savoir adopter profil bas. S'il y a des questions, c'est une question de haute stratégie politique. Sinon, PASTEF n'allait pas avoir la victoire aux mains comme ça a été le cas. Donc c'est un exemple à suivre pour tous les Congolais et même tous les Africains qui ont pour service, comme vocation de faire la politique. Donc la politique, c'est ça aussi, savoir s'effacer pour l'intérêt du groupe, savoir s'effacer pour l'intérêt du plus grand nombre. C'est ça la vraie politique. Sinon, si on se met à croire que la politique, c'est les raccourcis pour l'enrichissement sans cause, la politique, c'est ainsi des prédations pour se remplir plein les poches. Donc on n'a encore rien compris de la politique. On doit mener un combat politique, un combat de valeurs, un combat pour l'idéal, un combat de conviction et pas un combat de positionnement. Donc un combat pour le bonheur du peuple, un combat, comme certains partis le disent dans leurs titres, mais finalement personne n'est réussi, pour le progrès social, un programme pour le bonheur du Congolais, mais finalement quand on arrive là-bas, on a oublié, parce que personne ne veut céder la place, cet égoïsme-là. Donc heureusement pour votre voyage scientifique en Europe et l'avènement, et le nouvel avènement au Sénégal, nous avons maintenant 2 expériences. Il faut privilégier la science, la science au-dessus de tout et les intérêts du groupe par rapport à l'individu. C'est ça. La politique a toujours l'affaire du groupe. Ça n'a jamais été l'affaire d'un individu. C'est vrai qu'à un moment, les gens avaient crié au messianisme politique, mais aujourd'hui, plus que jamais, le messianisme politique a échoué à montrer ses limites. Aujourd'hui, c'est les groupes. Vous voyez, PASTEF nous a montré un bel exemple du groupe. Et si c'était seulement une personne, PASTEF ne pouvait pas arriver là où il est arrivé aujourd'hui. Et donc, moi je salue, et ça doit être un exemple à suivre pour la RDC, pour tous les partis. Bon, on me dit même qu'on est déjà à 900 ou à 1000 partis politiques. Donc, je ne sais pas pourquoi faire. Est-ce que ces partis politiques comprennent réellement le sens d'un engagement politique, d'un combat politique? Alors, merci professeur Roméon, on va finir. Vous revenez de la France, vous êtes assisté à des journées scientifiques de l'Agence nationale des renseignements scientifiques en France autour des maladies infectieuses, parce que vous êtes promoteur d'un centre de santé, un centre de recherche La Main de Dieu. Vous êtes professeur d'université, analyste et chercheur, et je crois que les rapports, vous allez déposer ça auprès des PNMLS, parce que c'est la lutte contre la tuberculose et le sida, je crois que ça doit aller ensemble. Et pour que l'hépatite virale. Et pour que notre pays continue à faire avancer la science, même si nous continuons à tâtonner. Merci, on va finir. Oui, on va finir. Non, je salue, vous m'avez fait honneur de faire à quelques mots la restitution de
de mon séjour scientifique à Paris, à l'université Sorbonne. Et donc, ici, la leçon que j'ai notée est qu'on n'a pas toujours à se réunir pour le partage du pouvoir, pour les intérêts égoïstes. On a aussi à se réunir pour l'intérêt du plus grand nombre. Et ce qui doit être au cœur de tout ce que nous pouvons faire pour espérer un bonheur collectif, c'est la recherche. J'ai toujours dit, les premiers pays, la première puissance économique mondiale, mais le gros de ses moyens à la recherche, c'est les États-Unis, suivi de la Chine et de la France. Et la France a démontré combien il met un accent particulier, il met au cœur de tout ce qu'il fait la recherche. On doit saluer, il faut encourager la recherche en RDC. Il faut considérer que ce pays ne peut se tirer des gouffres que grâce et avec l'apport des chercheurs. Donc les chercheurs ont été à l'honneur et je voudrais que ce soit ainsi aussi. De telles expériences doivent être rééditées ici pour que les chercheurs se réunissent pour discuter des questions. Ça peut être des questions sur la santé, des questions sur l'agriculture, sur l'économie, sur les droits. Donc ce genre de journées scientifiques peuvent nous inspirer et pour que demain après-demain, que nous soyons véritablement une grande nation et espérer d'être véritablement la locomotive du développement de l'Afrique. Il n'y a point de développement sans recherche. Merci beaucoup, professeur Omeyonga Nico. Vous êtes professeur des universités, mais aussi président d'un centre de santé, la Main de Dieu. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Et je reste toujours ouvert et disposé à vous rencontrer chaque fois que vous avez le temps et l'opportunité. Et je serai prêt de donner de la voix pour faire avancer les choses. Merci beaucoup, professeur Nico Omeyonga. Merci, monsieur le journaliste.